Bonjour et bienvenue sur Rora Projet Manga, la chaîne YouTube où je partage avec vous mon aventure pour devenir mangaka. Aujourd'hui, ça fait un moment qu'on attend ce moment, on va enfin parler du storyboard. Quand on voit une planche de manga déjà terminée, pour ceux qui, comme moi, détaillent la planche, on va juste se dire waouh, c'est beau. Pour ceux qui se contentent de lire le manga, ils vont pas faire attention, mais au préalable, il y a plein de petits croquis, de petits brouillons de préparation. On va dégrossir tout ça ensemble aujourd'hui. Alors, déjà, avant de commencer, on va s'assurer que tout le monde sait ce que c'est un storyboard. C'est pas juste un brouillon d'une planche, c'est vraiment l'étape où on va se poser les questions. Où va le regard du lecteur, quel rythme on veut donner, quelle émotion on veut faire passer dans la planche, à quel moment on veut créer un suspense pour que le lecteur tourne la page. C'est plus là-dessus qu'on travaille sur le storyboard. C'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi brouillon. Enfin, moi je sais que vous allez le voir, mes storyboards c'est vraiment des bonhommes bâtons parce que le but c'est de voir la composition plus que le dessin en lui-même. Si ça peut vous imaginer un peu plus facilement ce dont je parle, je vous montre un petit peu le début du storyboard de Secret Céleste. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très très simple comme dessin, c'est des bonhommes bâtons comme je vous le disais avant. Le but c'est que moi, quand je vais le reprendre, je puisse m'y retrouver dans mon scénario, que je sache quelle planche intervient à quel moment, où je mets des doubles pages, où je mets des pages blanches pour couper un petit peu la narration, pour que le rythme soit fluide. Probablement que d'autres personnes font quelque chose de plus qualitatif quand ils font un storyboard. Moi, comme je travaille seule, je serai la seule à le voir, donc ça me pose aucun problème que ce soit pas très propre et un peu brouillon. Bon, au cas où vous regardiez ça sur votre téléphone, ça doit vous paraître vraiment tout petit, donc je vous le mets un peu en gros plan pour qu'on se rende un peu plus compte de ce que ça donne une fois qu'on retravaille planche par planche. Maintenant que vous avez vu ce que moi j'appelle un storyboard, ce que tout le monde appelle un storyboard, mais je pense qu'on a tous une manière différente de le faire, je vais vous parler un peu du Nemu, ou ce qu'on appelle aussi le crayonné. C'est l'étape qui vient entre le storyboard et l'ancrage. C'est-à-dire que là, c'est le moment où on montre à l'éditeur qu'on sait dessiner quand même, qu'on ne sait pas que construire une planche d'un point de vue rythmique, mais que on va pas mettre non plus 3 plombes à faire le dessin. Là, ça va être un petit peu entre les deux. Là, il faut que ce soit joli, il faut qu'on comprenne bien ce qui se passe. Souvent, les gens confondent le Nemu et le storyboard parce que moi, je sais que quand j'ai fait une école de scénario, on m'a dit attention, il faut que le storyboard il soit déjà beau. Et en fait, c'est pas vraiment le storyboard qui doit être beau, c'est le Nemu ou le crayonné, comme vous préférez. Moi, on m'a appris le mot Nemu. D'ailleurs, je ne suis pas sûre, peut-être que c'est Nemu, mais non, il me semble que vraiment que c'est Nemu. Je vais vous montrer un petit peu ce que rend mes Nemu à moi. Et voilà, comme ça, vous pouvez constater qu'il y a quand même une petite différence. On distingue un peu mieux les personnages, on distingue un peu plus les décors, ce qui se passe derrière, même si c'est pas flagrant, parce que le but, c'est pas d'avoir quelque chose d'hyper léché, c'est pas encore l'ancrage, mais on voit quand même qu'il y a une différence entre le storyboard et le Nemu. Donc voilà, maintenant tout ce qui est storyboard et Nemu, on a vu. Après vient l'ancrage. Encore une fois, l'ancrage, normalement, il faut le faire vraiment à la fin, quand ça a été validé par l'éditeur. Quand vous êtes en auto-édition, c'est quand c'est validé par vous, tout simplement. C'est bien d'avoir un regard professionnel extérieur, mais on n'a pas tous cette chance. Je ne sais moi-même pas si j'aurai la chance d'être publiée en maison d'édition. Si c'est pas le cas, je me lancerai en auto-édition, c'est pas grave. Mais je pense que vraiment l'éditeur, c'est un acteur super important de la création d'un manga. Même des mangaka qui ont déjà publié des livres, qui se sont déjà lancés, ont parfois besoin de retour, d'aide de l'éditeur pour y voir plus clair sur leur histoire. Pour ce qui est de l'ancrage, là je ne vais pas pouvoir vraiment vous donner de direction à suivre parce qu'on a tous une technique différente et on travaille tous sur des supports différents, dans le sens où certains vont être plutôt traditionnels ou vont travailler uniquement sur papier avec de l'encre de Chine, ce que j'adorerais pouvoir faire personnellement, mais déjà je passe mon temps à me tâcher quand je travaille avec de l'encre de Chine, donc je bousillerai beaucoup de planches je pense, et en plus la tablette graphique ça pardonne énormément d'erreurs et ça fait gagner énormément de temps et c'est beaucoup moins coûteux également.
Je sais que certains vont trouver ça étrange, mais ça a un coût, le matériel de dessin. Donc moi, personnellement, je travaille sur Procreate. Beaucoup de mangaka travaillent plutôt sur Clip Studio Paint. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me familiariser avec ce logiciel parce que ça fait longtemps que je travaille sur Procreate. Mais tout le monde me conseille de m'y mettre, donc je pense que je finirai par m'y mettre. Mais pour l'instant, vraiment, j'y arrive pas. Comme je vous ai montré le storyboard, je vais vous montrer également certaines planches une fois ancrées. Mais faut bien garder en tête que normalement, ça se fait vraiment à la toute fin l'ancrage. Et voilà, j'espère que c'est satisfaisant pour vous à regarder, autant que pour moi en tout cas. Là, on voit qu'avec l'ancrage, c'est beaucoup plus clean, beaucoup plus net. Et c'est super satisfaisant à faire, aussi bien qu'à regarder, je trouve. Maintenant, je vais vous raconter un peu les erreurs que j'ai eu tendance à faire au début, notamment à l'école d'art, quand je rendais des storyboards à mes profs, je me faisais un petit peu remonter les bretelles, gentiment, je me suis jamais fait crier dessus, je vous rassure, sur le fait que mes storyboards étaient trop beaux, trop propres. On me disait souvent là tu perds du temps et moi je leur répondais mais je vais pas vous rendre un dessin moche, c'est pas possible, faut que ce soit lisible, faut que... Il dit non, ça c'est après, c'est l'étape du crayonné ou l'étape de l'ancrage, mais il me dit ton storyboard tu dois montrer d'abord la direction du regard, du personnage, c'est des indications. Donc je pense qu'honnêtement les maisons d'édition, le storyboard, j'ai l'impression qu'ils s'en fichent un peu, c'est surtout le crayonné qui les intéresse. Donc c'est plus pour nous aider nous au final qu'on le fait. S'il y a des maisons d'édition dans les commentaires, dites-moi si je me trompe ou pas. Je serais ravie de discuter avec eux parce que j'ai qu'une seule connaissance qui fait ce boulot-là et il ne fait que du rachat de licences japonaises, donc je pense pas qu'ils puissent me conseiller. Mais vraiment ça c'est une erreur que je faisais pas mal au début parmi toutes celles que j'ai pu faire. C'était surtout trop de détails, trop d'applications dans une étape qui de base servait juste de repère. Là où je faisais quand même pas mal d'erreurs aussi, c'est que j'avais tout de suite envie de dessiner, tout de suite envie de faire l'ancrage, donc forcément, des fois je passais des heures et des heures sur une case parce que c'était un paysage, que je mettais plein de détails. Et au final, la case, elle disparaissait, elle n'existait jamais parce que en retravaillant le storyboard et le scénario, je me suis rendu compte que c'était pas assez bien, donc il fallait que je modifie. Donc oui, ça c'est, je pense, une erreur de débutant, mais une erreur qui coûte beaucoup de points de vie dans le sens où après, on se dit j'ai perdu 12 heures sur un truc qui ne m'aura servi à rien, même si je pense que certains ne seront pas d'accord, certains me diront mais non, ça t'a pas servi à rien, c'est quand même un dessin qui pourra te servir plus tard, ou tu auras appris tes erreurs. Oui, mais le manga c'est quelque chose de très long, c'est pour ça que les mangakas français ils mettent autant de temps à sortir des œuvres, c'est parce que on met énormément de temps, on n'a pas d'apprentis et il y a sûrement d'autres raisons qui font que nous on sort 1 ou 2 tomes par an et c'est déjà super et si on perd 12 heures sur un truc alors qu'on aurait pu faire 1 à 2 planches en 12 heures, c'est vraiment une grosse erreur je trouve. Pour conclure, je dirais que le storyboard c'est l'une des étapes les plus importantes parce que c'est pas là qu'on va faire les plus beaux dessins, mais c'est là qu'on va écrire les meilleures histoires. Et quand je dis écrire, bien sûr, ça va prendre avec des guillemets, dans le sens où là, on va vraiment lui donner du rythme. C'est un petit peu comme du cinéma, un petit peu, bien sûr, me tombez pas dessus. Mais c'est là qu'on va vraiment donner des points de vue, qu'on va transmettre les émotions, qu'on va mettre vraiment en scène notre histoire. Et c'est super important de le faire. Et pas seulement de dire, bon, voilà, je l'ai fait, de vraiment se concentrer dessus. Ça peut prendre des fois plus de temps que ce qu'on aurait voulu, mais ça change tout selon moi. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu, aidé ou diverti. Et en attendant la suite, on avancera doucement, mais on avancera ensemble.